Une bouteille vide se brise contre le sol, envoyant des éclats de verre à travers le tarmac. Les adolescents, alimentés par l'adrénaline et de l'alcool bon marché, passent une nuit sauvage et ce n'est que le début. Après avoir été expulsés de l'arcade locale pour avoir causé une scène et avoir pris des burritos gras à petit budget dans un restaurant mexicain à emporter, leur voyage les a menés ici, au parc local. Pour les 2 élèves de terminale, les équipements de la cour de récréation étaient la toile parfaite pour leur vision artistique. Ils riaient en planifiant les graffitis et les croquis obscènes qui recouvriraient les toboggans et les bars de singes à l'aube. Mais avant que tout cela ne puisse se produire, une vague de nostalgie de l'enfance les submerge. Pourquoi ne pas faire quelques tours pour le bon vieux temps ? Ce n'est pas comme si quelqu'un saurait jamais ce qu'ils ont fait ici ce soir et ils ont raison, de la pire manière possible. Ils ignorent qu'une chose extrêmement dangereuse rôde. Quelque chose qui veut leur causer un mal terrible. Terrible d'une manière qu'ils ne comprendront jamais vraiment, même après que cela se soit produit. Au matin, lorsque les premiers rayons de soleil se reflètent sur l'herbe trempée de rosée, cela devient clair. Les adolescents ne sont jamais rentrés chez eux. Leurs parents paniqués appellent la police et expriment leur inquiétude. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Ils ne restent jamais dehors aussi longtemps. La recherche commence. Des appels sont lancés aux radios et télévisions locales. Des citoyens inquiets agrafent des affiches de disparition aux poteaux téléphoniques. D'ici le soir, les rues et les bois environnants sont remplis de bénévoles, marchant en ligne, serrant des lampes de poche, criant des noms dans l'obscurité qui approche. La police fait venir les suspects habituels, des locaux avec un casier judiciaire qui indique qu'ils pourraient être un danger pour les adolescents locaux, mais cela ne donne aucune preuve significative. Pendant ce temps, à mi-chemin à travers la ville, un nettoyeur employé par le conseil local ramasse le verre de la bouteille de whisky cassée sur l'aire de jeu. Alors que la mère regarde le nettoyeur jeter le verre cassé dans un sac poubelle, son petit garçon joue sur le portique avec ses amis. La main de la mère se dirige vers sa poche, puis s'arrête. Elle résiste à l'envie de prendre ses cigarettes, se souciant du jugement des autres mères. Cela a été un mois stressant, le dernier de nombreux. Elle n'a pas le temps de se soucier de quoi que ce soit d'autre. Elle ignore totalement l'affaire des ados disparus. « Maman, regarde comme je grimpe haut !» Elle sourit en voyant son fils atteindre le haut des cordes. Ce sourire devient presque authentique lorsqu'elle voit à quel point son fils a l'air heureux. Et puis, son téléphone commence à sonner. C'est lui, encore. Son mari, bientôt ex-mari, s'il accepte enfin les papiers du divorce. Elle soupire et s'éloigne un moment de l'aire de jeu. Elle ne veut pas que leur fils les entende avoir une autre dispute à distance. Lorsque le rituel d'humiliation est terminé, elle retourne à l'aire de jeu. Seulement, quelque chose ne va pas. Elle le remarque immédiatement. Son fils n'est pas là. À cet instant, elle sent la panique l'envahir, mais tente de garder son calme. Elle demande à l'une des autres mères ce qui s'est passé et elle semble tout aussi confuse qu'elle. « Je crois qu'il vient de descendre le toboggan », dit l'une d'elles. « Je ne regardais pas, désolé », dit-il. La peur est maintenant impossible à réprimer. La mère crie le nom de son enfant, mais il n'y a pas de réponse. Elle grimpe sur la structure en bois et regarde en bas du toboggan tubulaire en métal. C'est vide. Sa voix fait écho en bas alors qu'elle appelle le nom encore et encore. Son cri horrifié jaillit simplement de l'autre côté. Assez vite, la panique d'une mère infecte toute la ville. 3 personnes disparues en 12 heures. 2 adolescents, un enfant. Y aurait-il un kidnappeur en liberté ? Il ne faut pas longtemps aux journaux pour commencer à en parler. La police fouille chaque centimètre du terrain de jeu, les champs au-delà et même la forêt à proximité. Mais ils ne trouvent rien. La mère donne sa déclaration à la police et peu de temps après, son mari éloigné est également amené pour être interrogé. Les informations locales deviennent rapidement nationales. Des renforts policiers des départements externes élargissent rapidement les recherches, tandis que les téléphones émettent le bourdonnement inquiétant des alertes Amber à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les premières 24 heures sont les plus importantes, mais à mesure que les heures passent, les espoirs commencent à s'évanouir et le commissariat de police local commence à recevoir des critiques pour son incompétence. Une personne qui ne subit pas le même retour de bâton est la mère. Elle devient rapidement la mère terrifiée préférée des Américains. Sa boîte de réception déborde de demandes d'exclusivité de la part de journaux à sensation et de médias en ligne. Ils s'enquièrent de son état actuel. A-t-elle des théories sur ce qui s'est passé ?
Y a-t-il quelque chose qu'elle aimerait dire à l'homme qui a probablement son fils enfermé dans une sorte de sous-sol ? La mère participe aux recherches chaque nuit. Elle traverse les sous-bois en criant le nom de son fils. Mais bientôt, le ton de la recherche commence à changer. La police et les équipes de recherche arrêtent de fouiller les forêts et de frapper aux portes. Au lieu de cela, ils commencent à draguer les lits de rivières et à fouiller les gravières. Personne ne le dit, mais le sous-entendu est clair. Ils ne cherchent plus un petit garçon. Ils cherchent son corps. Petit à petit, même les partisans les plus ardents commencent à se détacher. Ce n'est plus excitant. C'est sombre et déprimant. Mais même cela n'est pas aussi terrible que ce qui va se passer. Lentement, au début, puis avec toute la vitesse et l'intensité d'une avalanche, les médias, puis le public, commencent à se retourner contre elle. Les titres passent d'une gentillesse et d'une sympathie à une description indifférente de la durée de la recherche infructueuse à une cruauté active. La mère ne semble-t-elle pas prendre tout cela trop bien ? Ne semble-t-elle pas un peu suspecte ? Les gros titres sont l'allumette jetée dans la boîte d'Amadou. Les théories du complot commencent à voler en ligne. Des détectives internet déterminés à aller au fond de cela, à trouver un angle plus crédible. Ils déballent les détails de l'affaire sous l'angle le plus défavorable imaginable. A-t-elle souri lors de la conférence de presse ? Il y a sûrement une arrière-pensée ici. Il doit y avoir un secret sous la surface. Et comme vous le découvrirez plus tard, il y en a. Pas celui auquel on s'attendrait ici. La mère reçoit toujours des centaines et parfois des milliers de messages chaque jour. Mais le ton de ces messages a changé avec la représentation des médias. Je sais ce que tu as fait, monstre. Tu ne peux pas continuer à t'en sortir comme ça. Comment peux-tu vivre avec toi-même en tuant ton propre petit garçon ? Avez-vous creusé une grande fosse pour lui ? Je vais vous en creuser un plus grand. Mais les messages ne sont pas aussi effrayants que les maniaques qui se présentent à sa maison. Des ombres, des silhouettes bougent furtivement dans les buissons la nuit, à peine visibles sous la lumière du porche. Puis viennent les bruits, le bruit sourd des pierres contre le bardage, le fracas occasionnel de quelque chose de plus lourd qui s'écrase contre une fenêtre. Dans un cas, quelqu'un a même tiré sur la façade. Quand la police est venue enquêter, elle a senti un sous-entendu de « Tout vous arrive toujours, n'est-ce pas ?» sous les sourires sympathiques. Sa voiture a été ruinée plusieurs fois par des graffitis horribles, les pneus crevés, les vitres fissurées, les portes rayées, toutes les façons dont une personne peut subir une indignité, à l'exception de la violence physique, elle semble la subir. Elle voit même des youtubeurs et des podcasteurs se cacher dans leur voiture, la filmant alors qu'elle sort les poubelles pour des plans de coupe dans leur documentaire sur ses prétendus méfaits. Elle pleure trop. Elle ne pleure pas assez. Ses yeux n'ont-ils pas l'air de ceux d'un meurtrier ? Mais elle préférera même toute la douleur qui accompagne l'éveil aux horreurs qui envahissent ses rêves. En fait, ce n'est qu'un seul rêve. Elle est là le jour où son garçon a disparu, debout avec les autres mères, au bord de l'aire de jeu, regardant son petit garçon. Sauf que dans le rêve, personne n'a de visage, ils sont tous blancs et lisses, avec des voix qui ressemblent à des bêtises étouffées. Son fils l'appelle, et puis, exactement au même moment que dans la réalité, son téléphone commence à sonner. C'est encore son mari, son futur ex-mari. Comme si elle était piégée par la certitude du passé, elle s'éloigne et répond au téléphone, se déplaçant avec une lenteur liquide. La voix de son mari sort du microphone à côté de son oreille, dans un monotone effrayant. « Pourquoi ne surveillais-tu pas notre garçon ?» Elle se retourne et le voit disparu. Pas seulement lui, mais tout le monde, comme si elle était complètement seule dans le monde. Elle se précipite en panique, bien que pour elle, cette précipitation se fasse au ralenti, tortueux. Les paroles de l'autre mère résonnent avec une clarté obsédante dans ses oreilles. Je pense qu'il vient de descendre le toboggan. Dans un flou de panique, elle se précipite dans le toboggan, sa respiration devient saccadée, ses mains glissent sur le plastique lisse, ses genoux cognent contre les côtés alors qu'elle rampe en avant. Mais cette fois, elle ne voit pas la faible lumière de l'autre côté. Juste une obscurité tout englobante qui bâille devant elle, l'attirant comme un vide. Elle ne s'arrête pas pour réfléchir. C'est alors qu'elle l'entend. « Maman !» Sa voix,
C'est faible mais indéniable. Elle doit continuer. Mais à l'intérieur, la glissade semble être une chute infinie et désespérée. Des boucles sans fin dans du métal froid et sombre. Chaque fois qu'elle a l'impression de se rapprocher de son fils, il s'éloigne juste un peu plus. Puis tout glisse hors de portée. Elle se redresse brusquement dans son lit, haletante, sa chemise de nuit trempée de sueur collant à sa peau. La diapositive. Elle sait qu'elle doit revenir. Ce n'est pas juste un rêve. C'est plus que cela, une attirance qu'elle ne peut expliquer. La diapositive. Elle doit retourner à la diapositive. Et c'est ce qu'elle fait. Cette nuit-là, elle retourne au terrain de jeu, encore bouclé avec du ruban de police flottant dans la brise. Elle se faufile sous le cordon, son cœur bat la chamade, mêlant peur et espoir. Elle se tient à la base du toboggan, fixant son entrée creuse et béante. Son souffle se coupe alors qu'elle fait le premier pas, ses doigts se crispant fermement autour des barreaux métalliques. Ils se sentent froids dans l'air humide de la nuit. Elle s'arrête au sommet, puis, rassemblant chaque once de courage, elle se jette en avant, face la première, ses bras serrés fermement contre ses côtés. Le monde devient flou alors qu'elle se précipite vers le bas, le toboggan l'attirant plus vite qu'il ne le devrait. Puis elle est ailleurs. Au fond d'une grotte obscure dans les ténèbres. Les murs et le plafond se resserrent étroitement autour d'elle, la roche dure pressant contre son corps. Elle ne peut pas bouger, ne peut même pas dégager ses bras. Elle crie dans le vide, mais le son semble avalé, écrasé par l'obscurité suffocante. Il n'y a ni écho, ni perception de l'espace au-delà de l'étroite prison où elle est enfermée. Elle sait maintenant ce qui est arrivé à son fils. Elle ne peut tout simplement pas le sauver. Ou elle-même. Pour quelqu'un de claustrophobe, ce que je viens de décrire est probablement pire qu'une éternité en enfer, mais c'est tout simplement la norme quand il s'agit de SCP-1562, également connu sous le nom de toboggan carnivore. Une anomalie où les questions qu'elle soulève sont tout aussi dérangeantes que les quelques réponses que nous avons concernant sa nature. Pour un néophyte, cette anomalie ne semble pas inhabituelle. C'est un toboggan en tube métallique de 11 pieds de long, 3,4 mètres, et 7 pieds de haut, 2,2 mètres. Il fait partie d'une aire de jeu par ailleurs complètement non anomalique, dans un lieu non divulgué pour votre sécurité. Il y a de bonnes chances que même si vous utilisez le toboggan, vous ne tombiez pas victime de ces effets anormaux. C'est parce que ces effets ne sont activés que lorsque quelqu'un utilise le toboggan d'une manière très particulière, à savoir en glissant dessus sur le ventre, face en avant, avec les bras le long du corps. Quand cette condition est remplie, la victime disparaîtra sans laisser de traces pendant la glissade. À ce jour, malgré les meilleures tentatives de la Fondation pour capturer le phénomène, il n'a jamais été directement observé. Je ne peux pas assez insister sur le fait que c'est très certainement un voyage sans retour. Personne ayant descendu le toboggan et disparu n'a été retrouvé. Même lorsque la Fondation a envoyé du personnel de classe D sur le toboggan avec une attache fixée à leur corps, l'attache a été mystérieusement coupée lorsque la personne a disparu. Tout cela soulève la question dérangeante, et où vont toutes ces personnes ? La meilleure estimation que la Fondation peut faire à ce sujet est qu'il s'agit d'un espace extradimensionnel, qui a été largement décrit comme un environnement extrêmement exigu, semblable à une grotte, où les lumières cessent de fonctionner et la mobilité est extrêmement limitée. Vu la position des victimes lors de l'effet anormal, elles sont souvent incapables de bouger les bras. Une fois ici, au-delà même de l'expérience de la peur naturelle que l'on ressentirait logiquement dans cette situation, ils ressentent une soudaine montée de panique et de paranoïa à mesure que leur situation se détériore. Il n'y a eu que 2 expériences de la Fondation menées sur SCP-1562 avant que les tests ne soient suspendus indéfiniment. Dans le premier, un membre du personnel de la classe D a été attaché et envoyé en bas du toboggan, à quel point il a promptement disparu, coupant la corde. Cependant, le dispositif de communication à longue portée laissé avec la classe D marchait toujours. Depuis son nouvel emplacement, il a pu décrire non seulement l'endroit sombre et exigu, mais aussi quelque chose coincé dans le tunnel devant lui. Il a décrit une petite chaussure comme celle d'un enfant posée dans le tunnel devant lui. Il a également entendu une voix lui parler et lui dire d'arrêter de pleurer, même s'il ne le faisait pas.
Lorsqu'on lui a demandé de décrire sa situation, il a dit « Je suis toujours la tête la première sur mon ventre et mon corps est à un angle, mais je suis dans une sorte de petit tunnel et je suis coincé, je suis complètement entouré de roches ou de terre de tous les côtés. Je n'ai pas assez de place pour lever la tête ou bouger les bras et je ne peux pas avancer. Je veux vraiment sortir d'ici maintenant. » Évidemment, les chercheurs de la fondation ne pouvaient pas le sortir. À la place, ils l'ont questionné sur l'autre personne qui semblait coincée avec lui. Le Diclas a dit « Il n'arrêtait pas de demander où il était et je lui ai dit que je ne savais pas. Mais je ne pense pas qu'il me parlait vraiment parce qu'il ne répondait pas à ma voix et il m'a dit d'arrêter de pleurer alors que j'étais en fait plutôt calme. Ils lui ont ensuite demandé si l'autre personne semblait bouger. Je ne pense pas. Il a commencé à pleurer et à demander sa maman, puis il a finalement arrêté et peu de temps après, vous m'avez recontacté. S'il vous plaît, sortez-moi maintenant. Veuillez vous dépêcher, ma poitrine est... La communication a été coupée à ce moment-là, au grand désarroi de tous les impliqués. En réponse à cet incident, un autre test a été approuvé, cette fois en utilisant un membre du personnel de classe 15 Sense qui a une stature plus petite. La logique étant qu'un homme plus mince pourrait être plus mobile dans l'espace confiné de la zone anormale de SCP-1562, permettant une exploration plus poussée que le sujet de test précédent. Cependant, malgré la différence de taille, ce membre de la classe 1500 semblait tout aussi piégé et enfermé que le premier. Il a signalé la même disparition de toute lumière, la même essoufflement, la même terre et roche, la même petite chaussure juste devant sa tête. Mais ensuite, il a commencé à entendre une voix familière aux chercheurs de la Fondation, résonnant depuis l'obscurité. C'était la voix du précédent classe D. Et ce n'était pas seulement sa voix. Il répétait tout ce qu'il avait dit lors du test précédent, exactement au même moment où il l'avait dit, comme si quelqu'un rejouait un enregistrement. Peu après, la voix s'est tue. La transmission du deuxième classe D a été coupée peu de temps après, ces derniers mots enregistrés étant « Oh, merci Dieu pour ça ». Je commençais à penser que on n'a plus jamais entendu parler de lui. Suite à ces événements, le Dr Carver, chercheur principal, a interrompu tous les essais. En faire plus reviendrait simplement à répéter le même résultat et à sacrifier davantage de vie à la glissade carnivore. De nos jours, la glissade s'est mise en quarantaine dans le laboratoire de test 46 de Lito sur le site 24, à l'écart du public et des chercheurs de la Fondation, dangereusement curieux qui pourraient répéter certaines vieilles erreurs. Lorsque vous faites ce travail depuis assez longtemps, vous réalisez que parfois ne pas avoir de réponse du tout est plus gentil que de connaître l'horrible vérité qui se cache sous tout cela. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-150, parasite voleur de corps, navire de Thésée,